Steve Rogers est devenu avec les années le stéréotype même du terme super-héros dans l'univers Marvel, au même titre que Superman chez DC. Et pourtant, au sein même de l'univers Marvel existe une version de Steve Rogers à l'opposé total de l'image même de Captain America. Laissez-moi vous parler aujourd'hui de l'histoire de Steve Rogers, a.k.a. Captain Hydra, le Captain America maléfique. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Or. Il est important de poser le contexte. Tout débute avec le personnage de Crâne Rouge. Un jour, il parvient à établir un contact avec un cube cosmique qui va développer une personnalité autonome, se transformant en un être vivant dénommé Kobik. Malgré sa transformation, cette dernière conserve toujours ses facultés de cube cosmique. Crâne Rouge s'emploie alors à s'emparer d'elle pour l'intégrer dans les rangs d'Hydra. Une fois cela fait, il lui demande de métamorphoser Steve Rogers en une version améliorée de lui-même. Étant désormais avec Hydra, le cube cosmique utilise ses pouvoirs pour créer une chronologie alternative à la Terre 616 où Steve Rogers ne se trouvera pas du côté des Américains et des héros, mais parmi Hydra. Bienvenue dans la réalité 61 311. Nous sommes en 1926 dans la métropole new-yorkaise. Steve Rogers, âgé de 6 ans, est témoin un jour d'une violente altercation entre sa mère et son père alcoolique. Ce dernier, persuadé que son épouse a eu l'audace de porter son regard sur un autre homme lors d'une soirée, n'hésite pas à la frapper devant son fils. À ce moment critique, une femme intervient avec une sérénité déconcertante. L'homme ivre s'en prend verbalement à elle, clamant que cela ne la concerne pas et tente de l'agresser à son tour. Cependant, la femme s'approche avec assurance, parvient à parer le coup avec une aisance et met l'agresseur à terre, le contraignant à prendre la fuite. Cette femme se présente ensuite sous le nom d'Elisa Sinclair et propose à Steve, ainsi qu'à sa mère, une existence nouvelle au sein d'une autre communauté où il fait bon vivre. Ignorant les véritables intentions de cette femme, qui se fait également appeler Madame Hydra, Steve et sa mère viennent d'être subtilement endoctrinés par Hydra. Au départ, Steve et sa mère se rendent dans cette communauté à la fin de chaque semaine, sans toutefois s'y installer complètement, puisqu'elle a choisi malgré tout de demeurer aux côtés de son époux. Une situation qui cause bien sûr un profond mécontentement chez Elisa, qui ne peut pas supporter de voir Sarah, c'est la mère de Steve, liée à un homme qui continue de la maltraiter et la maintient à l'écart de la communauté, puisqu'Elisa semble bizarrement vouloir Steve intégrer complètement la communauté. Un soir, Madame Hydra décide d'agir et attrape le père de Steve et le tue en le jetant dans une eau profonde où il finit noyé. Sauf que par la suite, Sarah découvre que Madame Hydra est l'instigatrice du meurtre de son mari. Paniquée, elle décide de fuir New York pour échapper à la communauté. Et alors qu'elle prépare ses affaires, Elisa se présente chez eux pour voir si tout va bien. Sarah, craignant que Steve ne lui soit enlevé, décide de le cacher. Mais suite à une intense altercation entre les deux femmes, Elisa déclare que si Sarah refuse de l'accompagner, son fils sera pris en charge sans elle. Ce que Sarah refuse catégoriquement, entraînant malheureusement la mort de cette dernière sous le regard de Steve, dissimulé sous le lit. Après ce malheureux accident, Elisa ordonne à ses hommes de retrouver Steve à tout prix. Le jeune garçon parvient alors à quitter sa cachette pour s'échapper, mais il est rapidement capturé et conduit devant Elisa, qui lui promet un avenir radieux. Après avoir pris l'enfant de force, Elisa quitte le pays en direction de l'Angleterre. En dépit des pleurs de Steve, désireux de retrouver sa mère, Elisa réussit à le rassurer en lui indiquant que sa mère se porte bien et qu'elle a simplement subi une petite blessure qui nécessite du repos. Après l'avoir apaisé, elle lui annonce que s'il souhaite revoir sa mère, il devra se comporter de manière appropriée et se soumettre aux directives qui lui seront données dans l'endroit où elle l'emmène. À son arrivée, Steve fait la connaissance de deux hommes, les docteurs Whitehall et Fenhoff. Alors que le jeune garçon se trouve à l'extérieur pendant que les trois adultes discutent, Elisa informe les deux médecins que ce jeune garçon constitue le candidat idéal pour leur futur projet. Il est révélé qu'auparavant, Elisa avait déjà conduit 3 autres garçons de l'âge de Steve, mais aucun n'avait survécu. Ignorant les intentions que sous-entendent leur démarche, les docteurs acceptent d'intégrer Steve et de débuter ce qu'ils désignent comme un entraînement. Dès lors, les médecins soumettent Steve à des épreuves visant à tester sa résistance mentale et physique à travers diverses séances, qu'il s'agisse de techniques d'endoctrinement destinées à briser sa volonté ou des tests de survie physique. Au fil du temps, il fait preuve d'une intelligence remarquable, parvenant à résoudre une variété de problèmes stratégiques assez rapidement.
En revanche, sur le plan physique, il se révèle très vulnérable. Steve est considéré comme le moins performant du groupe parmi les autres enfants. Il tombe très souvent malade et se distingue surtout par sa petite taille. Mais il y a un autre problème qui s'invite. Après quelques années, Steve parvient néanmoins à résister à l'endoctrinement d'Hydra. Ils ne parviennent pas à briser sa volonté. Les dirigeants décident alors de mettre un terme à tout projet le concernant et de se débarrasser de lui en le tuant pour passer à autre chose. Désormais en 1934, Steve décide un soir qu'il est temps pour lui de quitter le camp et réussit à éviter les gardes pour s'échapper. Cependant, sur son chemin, il se retrouve face à un homme vêtu d'une armure noire se présentant sous le nom de Kraken. Lorsque celui-ci se démasque, Steve reconnaît l'un des docteurs, Whitehall, qui lui fait part de son passé avec Hydra ainsi que du désir des dirigeants d'Hydra à abandonner Steve en le tuant, mais surtout qu'il est aujourd'hui encore le seul à croire en lui. Whitehall propose alors à Steve deux options, s'en aller et renoncer à son destin ou revenir et prouver aux dirigeants d'Hydra qu'ils se méprennent sur son potentiel en tant que futur leader. Grâce à ce discours inspirant et bienveillant, Steve accepte finalement de retourner au camp et de se plier réellement aux exigences d'Hydra afin de démontrer qu'il peut devenir leur dirigeant. Dès lors, il s'emploie avec une détermination accrue au sein du camp afin de se distinguer dans chaque domaine, ce qui finit par satisfaire progressivement les autres dirigeants, en particulier le docteur Fenov qui avait initialement envisagé d'éliminer Steve. Un succès naturellement qui suscite dès lors de la jalousie parmi ses camarades. Enfin, camarades, c'est vite dit, Steve n'a pas d'amis. Mais cela témoigne de leur incapacité à rivaliser avec lui. Ce qui engendre malheureusement pour Steve des altercations et du harcèlement où il se retrouve systématiquement dans la position de la victime en raison de son physique plutôt frêle, mais surtout du nombre puisqu'il est toujours pris à plusieurs. En gros, c'est des sales lâches. Un jour, alors qu'il est frappé par des brutes, il est secouru par un nouvel élève qui se présente sous le nom de Helmut Zemo. Cela fait le parallèle avec la version originale où c'est Bucky qui protège Steve. Mais dans cette réalité, c'est Zemo. Oui, on parle bien du futur baron Zemo. Suite à cet événement, les deux adolescents commencent à se fréquenter de plus en plus au fil du temps, jusqu'à devenir de meilleurs amis. Un jour, le père de Helmut, qui est l'un des dirigeants importants d'Hydra, lui rend visite au camp. Après les présentations, le soir venu, Helmut réveille Steve afin d'espionner son père, lequel est en réalité venu pour participer à une réunion secrète avec Elisa et les deux docteurs. Ensemble, ils décident qu'Hydra s'alignera aux côtés de l'Allemagne nazie durant le conflit imminent qu'est la Seconde Guerre mondiale, convaincu que Hitler est l'homme qui propulsera Hydra au rang d'organisation la plus puissante au monde. Toutefois, Elisa s'oppose fermement à cette idée, affirmant que le véritable visage d'Hydra se trouve déjà parmi eux, désignant Steve et non Hitler qu'elle juge trop prétentieux pour représenter l'organisation. J'ai envie de vous dire, encore heureux. Nous sommes désormais en 1940. Comme prévu, Hydra s'est associé à l'Allemagne nazie. Le docteur Whitehall informe alors le docteur Fenov de son intention d'envoyer Steve sur le terrain pour sa toute première mission, ce qui suscite bien sûr l'étonnement de Fenov. En effet, bien que Rogers ait démontré des compétences remarquables, il demeure néanmoins très fragile sur le plan physique. Mais Whitehall fait preuve d'une confiance indéfectible en son jugement. Steve est alors convoqué devant les deux professeurs qui lui annoncent qu'il sera renvoyé aux États-Unis pour accomplir une mission d'une importance capitale pour Hydra, infiltrer l'armée des États-Unis dans le but de localiser et d'éliminer le docteur Erskine. Si vous ne savez pas ou que vous avez oublié, Erskine est le créateur du sérum super soldat et donc de Captain America. Après avoir pris connaissance de l'intégralité de sa mission, Steve retourne finalement dans son pays natal et s'engage immédiatement au sein de l'armée dans le but de se rapprocher de sa cible. Cependant, en raison de sa condition physique, il est écarté par les forces armées. Mais il ne se laisse pas abattre pour autant. Il conçoit alors un plan alternatif et obtient un emploi de serveur dans un diner régulièrement fréquenté par l'armée américaine, mais surtout par le docteur Erskine. Et un jour, il aperçoit enfin sa cible. Grâce à cette position, il envisage d'empoisonner le café de Erskine, mais au moment d'exécuter son plan, Steve est témoin d'un vol de sac à main au sein du diner. Malgré la priorité de sa mission, il choisit de mettre celle-ci de côté pour poursuivre et appréhender le voleur.
Mais une fois confronté à ce dernier, Steve subit une sévère défaite. Mais il parvient néanmoins à récupérer le sac. Cet acte héroïque impressionne tant le docteur Erskine qu'il désire voir Steve intégré dans l'armée afin qu'il puisse participer à son expérience de super soldat, permettant ainsi à Steve d'être enfin admis dans les rangs militaires. Steve passe de nouveau des tests afin de déterminer s'il possède la constitution physique nécessaire pour supporter le processus de transformation en super soldat. Un jour, le docteur prend la décision d'inviter Steve chez lui pour un dîner, en attendant que les préparatifs avancent, et donc faire plus ample connaissance. Une occasion idéale offrant la possibilité à Steve de se retrouver seul avec lui et de mener à bien sa mission. Une fois arrivé chez le docteur, il juge qu'il est temps d'accomplir ce pourquoi il est ici depuis un moment. Il sort alors son arme à feu de sa veste et la dirige vers le docteur. Mais malgré sa mission initiale, Steve a du mal à tirer sur le docteur Erskine à cause d'un certain attachement qu'il a envers lui, mais aussi et surtout du fait que c'est la première fois qu'il s'apprête à tuer quelqu'un. Erskine tente de le convaincre de déposer son arme en essayant de le calmer, tout en lui disant qu'il n'a pas à écouter les ordres ni d'être un tueur pour satisfaire les autres. Il peut au contraire devenir un héros. Steve est de plus en plus tiraillé entre les mots sensés du docteur et les ordres reçus. Au dernier moment, il décide de ne pas appuyer sur la détente. Sauf que le coup de feu part tout de même à la surprise de Steve. Il se rend alors compte que Helmut, qui était l'agent de liaison entre Hydra et Steve durant toute cette mission, est intervenu et a lui-même ouvert le feu pour tuer Erskine. Paniqué, Steve s'excuse de ne pas avoir accompli sa mission, mais Helmut, en véritable ami, le rassure en lui assurant qu'il fera savoir à Hydra que tout a été mené à bien quoi qu'il arrive. Il sort alors rapidement un dispositif qu'il place sur la tête du corps encore tiède du docteur Erskine dans le but d'extraire toute information de sa tête. Bien que la mission soit désormais accomplie, Helmut convainc Steve de rester dans le pays, soulignant que, malgré la mort du docteur, le projet super soldat étant déjà largement avancé, ils continueront à travailler dessus. Helmut laisse alors Steve en lui promettant qu'il sera toujours là pour couvrir ses arrières. Un véritable ami. Et plus tard, comme l'avait indiqué Helmut, le projet se poursuit malgré le décès du docteur Erskine. C'est ainsi que le docteur Armin Zola est désigné pour prendre la relève sans que quiconque ne sache qu'il travaille en réalité pour Hydra en tant qu'agent double. Le moment tant attendu pour Steve arrive. Une fois passé dans la machine, il est finalement transformé en super soldat et rejoint l'effort de guerre aux côtés des États-Unis sous le nom emblématique de Captain America. Toutefois, bien sûr, en secret, Steve reste toujours un agent de Hydra et leur communique très souvent des infos sur les Américains. Malgré tout, au fil du temps, il développe une certaine amitié solide avec le soldat Bucky Barnes. Un jour, en 1944, lors d'une visite dans un camp militaire allié à Londres pour remotiver les troupes, Steve apprend l'existence d'une opération secrète liée à une information anonyme reçue concernant la localisation d'Helmut et de son père, le baron Zemo, à Londres. Captain se précipite alors rapidement sur les lieux pour venir en aide à son ami, sans savoir que l'équipe dirigée par Bucky était déjà arrivée sur les lieux en engageant le combat. Steve arrive heureusement peu après et empêche Helmut de tuer Bucky, ce qui étonne d'ailleurs son ami de voir qu'il protège des individus qui sont ses ennemis à la base. Profitant du chaos, le père d'Helmut programme un drone armé en direction des États-Unis. Toutefois, Bucky parvient à l'arrêter en coinçant le gant du baron dans le drone qui finit par décoller avec lui avant d'être redirigé et de s'écraser dans la mer, entraînant la mort du baron sous les yeux d'Helmut qui est finalement capturé par l'armée américaine. Une chose bien sûr qui choque profondément Steve, notamment parce qu'une personne travaillant pour Hydra a vendu la mèche concernant l'emplacement des Zemo, et il compte bien le retrouver. À la suite de la disparition du dirigeant de Hydra, qui était donc le père de Helmut, Steve décide de retrouver Elisa, qu'il considère comme étant la personne ayant transmis aux Américains l'information sur l'emplacement d'Helmut et de son père, justement parce que son ami l'avait prévenu qu'il la soupçonnait. Une fois chez elle, bien que la situation soit tendue, Elisa éprouve une certaine fierté en constatant ce qu'est devenu Steve. Ce dernier, venu pour l'exécuter en raison de sa trahison, exige des explications. Toutefois, Elisa lui démontre qu'elle n'est pas la traîtresse en fournissant des preuves convaincantes. Elle parvient ainsi à semer le doute dans l'esprit de Steve qui demeure incertain quant à l'identité du véritable traître. Elisa lui dévoile alors la vérité.
l'instigateur de toute cette machination est un homme d'une intelligence redoutable, mais aussi d'une grande dangerosité pour Hydra. Un individu qui a orchestré l'éviction du père d'Helmut afin de prendre le contrôle de Hydra et de le lier au parti nazi. Crâne Rouge. C'est lui le traître. Steve décide de mener sa traque contre Crâne Rouge durant une année entière pour le retrouver finalement dans son manoir à Berlin en 1945. Attendant son arrivée, Crâne Rouge déploie ses forces contre le super soldat qui les surmonte aisément, se tenant alors face à son ennemi pour l'éliminer pour de bon. Cependant, avant de passer à l'acte, Steve perçoit une voix familière, celle de son meilleur ami Helmut, emprisonné aux États-Unis. Et oui, grâce à l'infiltration d'Hydra au sein des Américains, Crâne Rouge a simplement besoin de donner un ordre pour faire, on va dire, provoquer un accident mortel sur Helmut. Le tout dans le but d'exercer une pression sur Steve. Crâne Rouge révèle alors qu'il est désormais le nouveau visage d'Hydra et qu'en cette qualité, Steve lui appartient également. Bien entendu, Steve, résolument opposé aux méthodes de Crâne Rouge, refuse de le reconnaître comme leader de Hydra, mais ce dernier l'avertit. S'il ose entreprendre quoi que ce soit contre lui ou s'il refuse de le servir, il fera en sorte que Helmut soit exécuté dans sa cellule. Il ordonne alors à Steve de se mettre à genoux. Le super soldat, ne souhaitant pas la mort de son ami, n'a d'autre alternative que de s'agenouiller devant le nouveau dirigeant d'Hydra. Plus tard, profondément déçu par l'évolution d'Hydra, Steve retrouve Elisa et lui déclare qu'il ne souhaite plus être du côté de l'organisation durant ce conflit contre les Américains, préférant fuir en raison des liens de Hydra un peu trop marqués avec Hitler et les nazis, mais surtout contrôlés par Crâne Rouge. Cependant, Elisa l'en empêche en lui révélant une nouvelle assez inquiétante. Les Américains détiennent une super arme susceptible de tout bouleverser, un cube cosmique. Sauf que Steve ne veut pas continuer avec Hydra. Il ne veut pas obéir aux ordres d'une personne qui ne reflète pas ses pensées et ses idées. Elisa conduit alors Steve vers le lieu où il a grandi en Angleterre. Mais ce dernier a perdu tout espoir en Hydra et estime qu'il serait préférable que l'organisation disparaisse complètement. Toutefois, pour le motiver ou le remotiver à participer à une mission visant à contrer les Américains, Elisa prend soin de réunir Steve et sa mère Sarah, qu'il croyait morte, et que l'on croyait morte aussi. Mais a priori, Elisa n'avait pas menti. Ces retrouvailles empreintes d'émotions touchent profondément le fils et la mère. Un peu plus tard, désormais revitalisé, Steve accepte d'écouter Elisa. Cette dernière lui révèle que le cube cosmique a le pouvoir de déformer la réalité et que les Américains comptent l'utiliser pour faire en sorte que Hydra perde la guerre en modifiant la chronologie. Cependant, un élément restera inchangé et en vie, Steve, qui se réveillera 10 ans après cette altération de la réalité dans un monde transformé. Sa mission sera alors de rétablir, une fois réveillé dans cette nouvelle réalité, l'autorité totale de Hydra. En réalité, depuis le début, Elisa est une sorcière, c'est pour ça qu'elle s'est intéressée très tôt à Steve. Elle avait vu des brides du futur, le voyant en tant que leader d'Hydra. Et là, elle sait que les Américains vont changer la chronologie et que Steve sera le seul survivant de cette réalité. La croyant sur parole, surtout depuis qu'il a revu sa mère, Steve accepte cette mission. Il est finalement envoyé au Japon, dans une base de Hydra où il retrouve d'autres membres de l'organisation qui lui expliquent ce qui se produira dans la prochaine réalité, histoire de mieux appréhender les événements futurs. Le moment redouté arrive lorsque les Américains utilisent le cube. Steve est alors rapidement immergé dans une piscine remplie d'un liquide capable de le protéger de la distorsion de la réalité. Comme prévu, tout change. Hydra n'a pas remporté la Seconde Guerre mondiale, mais surtout, Steve n'a jamais servi Hydra dans cette nouvelle réalité, car cette distorsion est en réalité devenue la Terre 616, soit la réalité principale de l'univers Marvel. Et puisque le Steve Rogers d'Hydra a réussi à se préserver de ce changement, il a pu prendre la place du Steve Rogers de la Terre 616 qui lui a été effacé par le cube. Et ça bien sûr sans que personne ne le sache. Pendant un temps, Steve agit normalement en tant que Captain America aux côtés des Avengers et d'autres héros contre les vilains, dans l'attente du moment opportun pour intervenir et remettre Hydra sur le devant de la scène. Le seul informé du changement de Steve Rogers est le Crâne Rouge de cette réalité, donc de la réalité 616.
Steve commence alors à lui obéir secrètement, lui transmettant divers rapports tout en recevant des ordres. Toutefois, Rogers déteste Crâne Rouge comme il détestait celui de sa réalité, car à ses yeux, ce dernier cause plus de tort à Hydra que de bien. Lors de l'une de leurs réunions secrètes, Crâne Rouge ordonne à Steve de tuer Erik Selvig, un scientifique d'Hydra devenu inutile à ses yeux. Captain décide alors, avec une équipe de héros, de retrouver le scientifique sous couvert d'une simple mission d'arrestation. Cependant, une fois sur place, Steve découvre que Zemo a pris Selvig en otage pour ses futurs plans. Et alors que les deux s'affrontent à bord d'un jet, Zemo parvient à faire chuter Steve dans le vide et se prépare à en finir. Heureusement, l'un des compagnons héroïques de Steve, Jack Harrison, arrive, neutralise Zemo et sauve Steve. Croyant avoir accompli la mission après avoir mis KO Zemo, Jack est rapidement pris de surprise par Steve qui, l'attrapant par derrière, le jette dans le vide sans aucune pitié afin de ne laisser aucun témoin de ses intentions. Se retrouvant seul avec le scientifique, Steve prouve alors son allégeance à Hydra en prononçant les mots « Heil Hydra » avant de faire percuter le jet contre un bâtiment emportant Selvig et Zemo. Mission accomplie. Steve fait plus tard son rapport à Crâne Rouge, lui annonçant son succès sans toutefois en divulguer la véritable nature. Et oui, à l'insu du leader d'Hydra, Steve a en réalité orchestré la mort de Selvig et de Zemo. Il les a en fait maintenus en vie secrètement, tout d'abord en enfermant Zemo quelque part dans le but de l'utiliser pour plus tard, puis en cachant Erik Selvig dans un laboratoire secret dont il est le seul connaisseur. Steve expose alors ses raisons aux scientifiques, lui assurant qu'ensemble, ils restaureront la gloire d'Hydra. Toutefois, pour y parvenir, ils doivent conspirer afin de tuer Crâne Rouge et de reprendre le contrôle de l'organisation pour ensuite, selon Steve, sauver le monde. Une fois Crâne Rouge écarté de l'équation, ils trouveront un moyen de prendre le contrôle du pays. Sauf qu'ils doivent le faire dans le plus grand des secrets. Cependant, avant cela, ayant vu les événements de la Terre 616 dans sa réalité antérieure, avant d'arriver sur cette réalité, Steve sait qu'il s'apprête à entrer dans une période particulièrement difficile pour le monde des super-héros, le commencement de Civil War 2, un conflit violent opposant Captain Marvel d'un côté et Iron Man de l'autre. Il choisit alors de mettre Crâne Rouge de côté afin de se concentrer sur cet affrontement imminent. Je vous invite à voir ma vidéo sur l'histoire de Civil War 2 disponible sur la chaîne. Si vous connaissez cette histoire, vous savez que l'origine du conflit entre Tony et Carol réside dans un inhumain appelé Ulysse, doté de la capacité de voir l'avenir. Une faculté particulièrement dangereuse pour Steve qui risque donc d'être découvert en raison de son affiliation avec Hydra. Erik Selvig propose alors à Steve de tuer l'adolescent, mais Cap envisage une autre approche. Ayant probablement saisi le fonctionnement des pouvoirs d'Ulysse, il pourrait plutôt trouver un moyen de lui faire provoquer une vision d'une menace plus grande que lui. Il décide alors de détourner toute l'attention sur Bruce Banner, qui, à cette époque, avait perdu sa capacité à se transformer en Hulk. L'objectif est donc de redonner à Bruce Banner le désir de redevenir Hulk, ce que Steve et Erik parviennent à accomplir en lui fournissant un moyen d'y parvenir de manière anonyme. Ainsi, en nourrissant son désir de redevenir Hulk, une vision se déclenche chez Ulysse montrant un Hulk incontrôlable semant la mort sur son passage, ce qui permet à Steve de ne plus être potentiellement dans le viseur de ces fameuses visions. C'est à partir de ce moment-là que la tension s'intensifie, amorçant ainsi la Civil War 2. Vous l'aurez compris, c'est en réalité Steve qui orchestre le déclenchement de cette guerre en ayant provoqué indirectement la mort de Bruce Banner. Une fois les événements de cette guerre achevés, Steve et Erik reprennent leur objectif initial, à savoir l'élimination de Crâne Rouge et la reconquête du contrôle d'Hydra. Steve choisit alors enfin d'exploiter Zemo, qui le retient depuis longtemps, en lui dévoilant toute la vérité sur ses origines, expliquant que, dans sa réalité, ils étaient des meilleurs amis, etc. Il va tout lui expliquer, toute la vérité. Ces paroles, empreintes de profondeur, finissent par convaincre Zemo de se ranger du côté de Steve pour la gloire d'Hydra. Et en attendant que les préparatifs progressent, Captain poursuit son double jeu, tant parmi les héros qu'auprès de Crâne Rouge. C'est le double agent du double agent. Entre-temps,
Dans le but d'atteindre le sommet et d'acquérir une influence maximale, Steve réussit à faire écarter Maria Hill, l'ancienne directrice du SHIELD, pour prendre finalement sa place et devenir à son tour le directeur du SHIELD. Ce rôle confère à Steve une influence considérable sur l'ensemble du pays, lui permettant même, dans certaines situations, de prendre le contrôle total de la nation. Car tel est l'objectif principal de Steve, remettre Hydra au centre de tout et ainsi dominer l'intégralité du pays. Et alors que Zemo a réussi à rassembler une armée de vilains pour instaurer le nouveau règne d'Hydra, Eliza Sinclair fait mystérieusement son retour dans cette réalité. Elle choisit alors de créer un haut conseil d'Hydra constitué de personnalités influentes pour soutenir Steve dans sa future responsabilité de leader. Ayant désormais le SHIELD à ses pieds et de nombreux pouvoirs politiques, le jour tant attendu par Steve débarque. Lorsque Steve décide de se rendre chez Crâne Rouge, où il le retrouve affaibli à la suite d'une opération chirurgicale du cerveau. Steve ne passe pas par 4 chemins et annonce à Crâne Rouge qu'il a toujours fait honte à Hydra et qu'il est désormais temps pour lui de laisser sa place à un véritable leader. Il saisit alors Crâne Rouge et commence à le rouer de coups à travers la pièce sans s'arrêter. Et une fois bien amoché, il le traîne jusqu'à une fenêtre et le jette à travers. Crâne Rouge s'écrase violemment sur des rochers, mettant ainsi un terme au règne du leader actuel d'Hydra pour laisser place au nouveau. Le roi est mort, longue vie au roi. En sortant, les hommes de main de Crâne Rouge prêtent rapidement allégeance à leur nouveau leader qu'est Steve. Ce dernier est alors rejoint par le reste de son équipe, notamment Eliza, chose qu'il avait aussi vue à l'époque dans sa réalité avant d'être dans celle-ci. Mais pendant ce temps, le docteur Selvig avait la responsabilité de retrouver les fragments du cube cosmique Kobik dans le but de permettre à Steve de rétablir sa réalité. Sauf que le docteur Selvig choisit finalement de le trahir en dispersant tous les fragments à travers le monde. Pour la faire très rapidement, lorsque Kobik était devenue une petite fille, c'est le docteur Selvig qui s'est chargé de l'élever. Donc il s'est attaché à elle et ne souhaitant pas voir Hydra profiter de ses pouvoirs en l'utilisant, il a préféré disperser les différents morceaux d'elle à travers le monde. Une fois cela fait, il décide ensuite de mettre fin à ses jours avant que Hydra et Steve ne découvrent sa trahison. Une action bien sûr qui complique considérablement la situation pour Steve, qui s'attendait vraiment à faire revenir sa réalité sur celle de la Terre 616. Mais Eliza, comme toujours, le remotive dans ce moment crucial. Pourquoi crucial ? Eh bien, puisqu'en tant que nouveau suprême leader d'Hydra, Steve choisit de prendre officiellement la parole devant toutes ses troupes à travers le monde, dissimulant bien sûr pour l'heure son visage puisque la conquête n'est pas terminée. Il exprime alors son désir de surpasser Crâne Rouge en veillant à ce qu'Hydra ne se réduise pas à un simple instrument de terreur et de haine entre les mains d'un seul individu. Il ambitionne de rendre Hydra plus puissant et d'éradiquer toute la corruption du monde en anéantissant les structures existantes pour ensuite les reconstruire sur de bonnes bases. Fort de ces nouvelles ressources, Steve s'attaque anonymement avec Hydra aux plus grandes institutions du pays et parvient à hypnotiser l'ensemble du SHIELD pour les avoir sous ses ordres. Il attire ensuite la majorité des héros hors de la Terre pour affronter une invasion de Chitauri avant d'activer un bouclier planétaire infranchissable, emprisonnant ainsi les héros dans l'espace. Ça, c'est ultra intelligent. Il attire ensuite le reste des héros à New York et les emprisonne sous un dôme énorme à l'aide du Darkhold. Ayant réussi à écarter presque toutes les personnes susceptibles de lui nuire, Steve choisit de renforcer son pouvoir en prenant cette fois-ci le contrôle de Washington. Cependant, un dernier groupe de héros résistants parvient à résister et même à repousser Hydra progressivement. Steve intervient alors et se révèle officiellement en tant que suprême leader de l'organisation, ce qui choque complètement ses anciens alliés. Il leur propose bien entendu de rejoindre Hydra dans sa quête, mais tous bien sûr refusent. Steve réussit alors à prendre le contrôle de certains héros tels que Vision et Wanda et parvient à vaincre tous les héros restants. Il se dirige alors vers le marteau de Thor et parvient à le soulever au-dessus des corps de ses anciens alliés, prouvant ainsi que la vision de Steve concernant Hydra est véritablement sincère et digne. Steve Rogers, Captain America, a.k.a. Captain Hydra,
est parvenu à conquérir le pays depuis les ombres en tant que nouveau suprême leader d'Hydra. Fin, non pas de l'histoire, mais de la première partie. Vous souhaitez une deuxième partie, histoire qu'on termine tout ça? Personnellement, je suis chaud. J'espère que ce sera votre cas aussi. En attendant, on n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni. Le commentaire pour me dire si vous souhaitez une deuxième partie. Si c'est le cas, direct, c'est la prochaine vidéo. On perd pas de temps. Merci à tous et on se dit à la prochaine sur la chaîne de l'or.